Bonjour Makoto Aizawa, nous sommes à la Japan Expo pour vous rencontrer et que vous puissiez nous parler de votre manga qui se nomme en France Quand la neige m'appelle. C'est édité par Château Château, un éditeur qui est très prometteur déjà par pas mal de ses titres. Donc Monsieur Aizawa, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler déjà de votre parcours? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Makoto Aizawa. Je suis mangaka. Je vis au Japon. Mais entre fin 2015 jusqu'à mai 2016 environ, j'ai eu l'occasion de séjourner en France, ce qui m'a permis de faire de nombreuses rencontres. Et notamment, maintenant, j'ai pu sortir. Donc, mon manga a pu être traduit en France. Effectivement, j'ai vu le petit comics sur Instagram, je crois, c'est rigolo. Est-ce que faire un manga, ça a toujours été votre ambition? C'était votre rêve depuis enfant? Et qu'est-ce que vous a apporté la création d'un manga, personnellement? Quand j'étais enfant, moi, je dessinais tout le temps. Dès que j'avais un instant de libre, à l'école ou autre, je griffonnais sur mes cahiers et je dessinais tout le temps. Pour moi, c'était quelque chose de naturel et donc je n'avais pas forcément conscience, je verbalisais pas ça comme ça en disant j'ai envie de devenir mangaka. Pour moi, c'est naturel, mais je n'y pensais pas en ces termes. C'est simplement une fois que je suis devenu adulte avec l'âge, que là, j'ai pu me dire au final, ah oui, là, j'aimerais devenir mangaka. Et donc, quand j'ai terminé de dessiner cette histoire, des fois, je suis un peu, voilà, je suis un peu peut-être surpris devant ce que j'ai fait moi-même. Je me dis, ah oui, c'est moi qui ai dessiné ça, quoi. C'est un peu comme s'il y avait une force derrière moi, qui est quelque chose qui m'avait motivé, qui m'avait poussé à écrire cette histoire. Et quand des fois, parfois, je relis ce volume et je me dis, ah oui, j'ai quand même dessiné ça. Voilà, c'est un peu un sentiment un peu étrange parfois. On va parler de Quand la neige m'appelle. Alors déjà, pourquoi avoir choisi le mythe de Yuki Onna pour votre premier one-shoot? Et donc, quand j'étais enfant, je connaissais évidemment cette histoire. C'est un mythe que tous les Japonais connaissent. Et quand j'ai eu l'occasion de relire cette histoire une fois devenu adulte, c'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même des thèmes particulièrement contemporains dans cette histoire, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de relire, d'interpréter cette histoire de cette manière. Et justement, pourquoi être parti sur l'histoire d'un soldat, alors que l'histoire originale, si je ne me trompe pas, c'est un bûcheron? Donc en fait, dans l'œuvre originale, ça parle d'un couple, on va dire, exogène, quoi. C'est un homme d'une communauté qui se marie avec une femme d'une autre communauté, d'un autre pays, d'une autre ethnie, enfin, quelqu'un de différent, mais qui donc à la base, c'est ce qui transparaît, c'est ce qu'on a voulu. En fait, c'est ce que l'histoire veut raconter, même si elle prend la forme fantastique d'un humain et d'un être fantastique. Et donc, quand j'ai compris ça, en fait, que j'ai compris ce que l'histoire veut raconter, c'est essayer de se comprendre avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, essayer de comprendre son prochain, essayer de comprendre l'autre, et de voir qu'en fait, ça ne fonctionne pas, que à la fin, ça ne fonctionne pas et que un des deux s'en va, qu'il y a une séparation, et donc la morale, c'est un peu, on n'arrivera jamais à se comprendre les uns les autres, ou on n'arrivera pas à comprendre son prochain. Voilà, c'est assez triste. Et mais du coup, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et après, l'autre fait, c'est que du coup, l'homme, si j'en ai fait un soldat, c'était parce que je me suis dit aussi que un soldat, c'est quelqu'un qui entre en contact avec l'autre, mais de suite dans un contexte assez violent, un contexte d'altercation. Il voit l'autre, mais comme un ennemi immédiatement. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah oui, c'est intéressant de faire du protagoniste un soldat. Le manga possède deux parties bien distinctes. La première, celle qui est connue de la légende réadaptée. Puis ensuite, l'avenir, on va pas trop spoiler, des personnages qui restent. Et c'est toujours teinté de mélancolie. C'est pas forcément de la tristesse, mais il y a un petit peu de ça, comme si c'est de fatalisme,
finalement. Comment vous est venue l'idée du coup de cette deuxième partie-là? Comment est-ce qu'elle s'est créée? Est-ce que c'est venu vous a dit je peux pas laisser les personnages comme ça, finir comme ça? En fait, donc au Japon, l'histoire originale, il y a plusieurs versions. Et dans plusieurs de ces versions, il y a cette suite existe déjà sur plusieurs versions où effectivement ça parle de la suite, ça parle c'est plus un happy end, donc il se passe des bonnes choses pour les personnages par la suite. Et donc je pense que les gens qui ont écrit ces versions-là, eux aussi n'avaient pas envie que ça soit trop triste, que ça se termine d'une manière trop triste, et de se dire bon ben on pourra jamais se comprendre les uns les autres et voilà c'est terminé comme ça. Et donc ça m'a assez touché et j'ai voulu partir sur cette logique-là que ces gens-là avaient aussi pour dire que bon peut-être que voilà c'est dur de se comprendre, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais j'avais envie de donner un espoir quand même et faire en sorte donner un peu d'optimisme et faire en sorte de dire que même si c'est dur, on a envie quand même d'essayer que tout le monde arrive à se comprendre et comprendre son prochain au final. Merci Makoto Aizawa de nous avoir reçus. J'avais beaucoup de questions mais pas assez de temps malheureusement. Et voilà, donc j'espère vous rencontrer une prochaine fois sur le prochain salon, j'espère. À très bientôt. Arigatou gozaimasu.